Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre deuxième live Occitanie Basket Formation. On s'excuse tout d'abord pour hier et les problématiques techniques qui sont apparues au cours de l'intervention, puisque nous avons été un petit peu embêtés par un problème de connexion indépendante de notre volonté. Donc on a testé aujourd'hui, tout doit bien marcher, Flavien. Tu seras dans des bonnes dispositions aujourd'hui pour intervenir et nous présenter ton travail autour de l'accompagnement des joueurs et joueuses de grande taille. Voilà, donc je te laisse la parole pour C'est que tu ça, nous parles. bonsoir Fabien, bonsoir à tout le monde. Alors, du coup, hop. Donc, du coup, effectivement, la petite heure sur laquelle on va être va nous permettre d'aborder l'accompagnement physique chez les joueurs et joueuses de grande taille, qui nécessite un accompagnement un petit peu particulier. Voilà le plan que je vous propose sur l'heure. D'abord, de définir un peu quels sont les termes qu'on utilise pour les joueurs et les joueuses de grande taille, donc les TGG. Pourquoi les accompagner, quelles problématiques et quels constats on peut avoir sur ces jeunes, et puis ensuite comment les aider dans leur développement, tout en ayant une vision sur des choses que tout le monde peut mettre en place, et pas forcément comme nous on peut le faire dans le pôle espoir avec beaucoup de moyens et beaucoup de temps surtout. Et ensuite, on conclura et puis on verra qu'au final, la similitude avec les autres jeunes, elle est quand même importante puisque, bien sûr, on n'a pas que des joueurs et joueuses de grande taille dans nos équipes de basket. Donc TGG, TGG c'est un terme de la fédération, donc TGG veut dire très grand gabarit. Et ensuite, on a un second terme nous qu'on utilise dans la Ligue Occitanie qui est GG, c'est-à-dire grand gabarit. Puisque les TGG, on n'a pas beaucoup de TGG avec les critères de taille qui sont fixés, que l'on va voir juste après. Et ça nous permet d'avoir des joueurs et joueuses de grande taille que nous on considère de grand gabarit et sur lesquels on est attentif dans leur développement durant les saisons où nous on les suit. Donc quelle taille à quel âge? Voilà les tailles que l'on peut avoir en fonction des catégories et l'âge dans l'année. Donc vous avez la colonne TGG qui correspond aux mesures de la Fédération française de basket, et ensuite GG qui est par rapport à nous, nos critères de taille pour qu'un joueur ou une joueuse soit considéré grand gabarit. Donc vous pouvez voir que chez les garçons c'est un peu plus élevé que chez les filles, et ça nous permet ensuite de les définir dans ces catégories-là, TGG, ne serait-ce que pour la fédération, pour ensuite des camps spécifiques, ou alors GG pour nous, notre ligue, et tous les techniciens de notre ligue. Voilà un petit peu, donc ça c'est juste le tableau de TGG. Donc il y a une différence entre les filles et les garçons, comme je vous le disais, il y a une limite de taille qui est plus importante chez le garçon. On peut voir que, par exemple, à 18 ans, c'est 2,10 m, tandis que chez la fille, on sera à 1,96 m, puisqu'on sait que les profils masculins sont de bien plus grande taille. Et puis il y a une maturation qui est également plus précoce chez la jeune fille, qui est à prendre un petit peu en compte quand on évalue tout ça. Les stades pubertaires que vous voyez entre l'âge et la taille, ce sont juste des repères qui permettent notamment au monde médical, mais également à nous, d'avoir un repère, c'est tout ce qui est les caractères sexuels avec la pilosité, ou les choses comme ça qui nous permettent d'avoir également une idée un petit peu de à quel moment ils sont dans les stades pubertaires et qui nous donnent des indications également sur la taille qu'ils peuvent faire, enfin du moins la taille qu'on projette qu'ils devraient faire. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ces termes-là, l'idée c'est de se dire pourquoi les accompagner. La première chose, c'est que déjà c'est un critère de détection de la fédération et par conséquent des ligues et des comités. Parce qu'au haut niveau et très haut niveau, le constat que l'on peut faire, c'est une prédominance des joueurs et des joueuses de grande taille. On peut voir que tous les postes, et pas que les postes 4-5, sont maintenant de grande taille. Les postes 3 dépassent le 2 mètres chez les garçons, plus de 1,90 m chez les filles généralement. Les postes 1-2 sont de plus en plus grands. Par exemple, sur le championnat d'Europe U18 masculin en 2019 en Grèce, je me suis amusé à prendre sur les 16 équipes qui étaient sur le tournoi les effectifs. Et il y avait 39 meneurs dans ces 16 équipes. Et la moyenne de taille de ces 39 meneurs était d'1,94 m. Donc c'est assez révélateur par rapport à ça, puisqu'on se rend compte que même les meneurs dépassent le 1,90 m. Et puis ensuite, des petits exemples de moyenne de taille pour conforter ce que je vous ai dit plus tôt. L'équipe de France A masculine l'année dernière au championnat du monde 2019 en Chine
La moyenne de taille est de 2,02 m. Et le seul joueur qui était en dessous du 1,90 m, c'était seulement Andrew Albici, qui faisait lui même 1,78 m. La moyenne pour les postes 3 au championnat du monde 2018 pour les filles, la moyenne des postes 3 était de 1,87 m, 88 m. Donc également, c'est un repère qui est intéressant au niveau des postes 3, notamment chez les jeunes filles. Et puis ensuite, la moyenne des postes 5, notamment tout le temps sur le championnat du monde 2018, elle est à 1,95 m, donc on peut voir presque 1,96 m, et il y en avait 4 à plus de 2 mètres. Donc c'est quand même un repère qui est intéressant pour nous sur cette intervention-là, pourquoi les accompagner. Et puis, il y a aussi une donnée qui est importante, c'est la comparaison sur les équipes de France élites masculines. On peut voir qu'en 2010, la moyenne de taille était d'1,95 m, et en 2019, donc 9 ans plus tard, elle est d'1,99 m. Donc il y a également une évolution de ces profils qui fait que la taille des jeunes est de plus en plus grande. Pourquoi les accompagner? Parce qu'il y a des retards de développement chez les jeunes, et ceci crée quelques problèmes, forcément. Donc une opérationnalité qui est pas optimale dès le début, notamment en U11, U12, U13 et U14 même, j'ai envie de dire, et presque U15 quand nous on les a opposés sur les 2 années, parce qu'il y a des problématiques de motricité, de coordination, tout ce qui est les attraper, c'est compliqué, se déplacer, la gestion des contacts avec leur grand gabarit, et également l'espace de jeu, de pouvoir jouer en même temps que ses partenaires. C'est des choses qui sont à prendre en compte et qui sont compliquées chez ces joueurs et joueuses de grande taille. Et puis ensuite, il y a une fragilité physique qui est quand même importante, de par leur profil et leur croissance qui est un peu plus avancée. Et puis également psychologique. Mais psychologique, ça ne concerne pas tout le monde, on en reparlera un petit peu après sur les constats. Pourquoi je mets psychologique là? Et puis surtout, une fragilité physique qui est également liée à des pathologies de croissance de type Osgood pour les genoux, sévère pour le talon, ou tout ce qui est des problématiques de tendinite liées aux forces qui sont vraiment importantes chez eux, avec des tendons qui sont plutôt fragiles. Donc l'idée, c'est de se dire pourquoi accompagner le TGIG. Déjà d'une, c'est qu'il n'est pas ou peu opérationnel, donc dans les clubs ou dans les choses comme ça, on ne le fait pas forcément jouer, puisque effectivement son opérationnalité ne permet pas de le faire jouer sur le terrain. Donc un temps de jeu très limité, c'est ce que je vous disais. Il y a du coup un blocage des apprentissages et du développement de lui, un blocage psychologique. Et puis ensuite un renforcement d'une image de soi qui est négative, ça revient au côté psychologique dont je vous parlais, puisque ces jeunes de profil grande taille peuvent être associés à un profil psychologique qui est un petit peu différent des autres, puisque toujours regardés différemment des autres de leur âge. Et donc on arrive souvent à un arrêt de l'activité, donc l'objectif c'est de les accompagner pour que ça ce ne soit pas le cas. Et puis ensuite on a aussi cette phrase, ce petit texte que j'avais bien aimé de Jackie Comer après le mondial à Pékin dans les Échos. Il disait il faut une prise en charge particulière. Au début il manque de motricité et de coordination, donc ce que je vous mettais plus tôt, et la présence des grands peut faire perdre des matchs chez les jeunes. Mais il faut l'accepter car ils ont des potentialités pour l'avenir. Quand on a détecté quelqu'un de grand, il faut vraiment s'en occuper. Et c'est vrai que c'est dans cette démarche-là dans laquelle on va poursuivre cette intervention. Et effectivement, on peut perdre des matchs avec des gens qui sont profilés grande taille. J'en ai moi-même fait l'expérience sur ces 2 dernières années, et même sur cette dernière année. Mais on peut voir que ces joueurs-là, ils ont besoin de jouer. Et qu'en arrivant en fin de cursus pôle, on a quand même des joueurs qui sont opérationnels, mais qui le seront encore plus dans les années à venir. Donc quelles problématiques et quels constats? Donc ça va surtout se situer sur le côté physique, puisque c'est le cœur de mon intervention, mais c'est surtout physique, et puis on va parler également un petit peu psychologique comme je le disais. Donc la première chose, c'est au niveau de la ceinture scapulaire. On a souvent un phénomène d'épaule rentrée vers l'avant, comme vous pouvez le voir sur la photo, et un problème de posture en général, même si ça représente chez tous les jeunes un petit peu actuellement. Donc ces épaules qui sont rentrées vers l'avant, une cage thoracique qui est fermée, on a le côté psycho que je vous parlais juste avant, avec des jeunes qui sont un petit peu moqués dans les cours de récréation à l'école ou même au collège. Donc des jeunes qui se renferment un peu sur eux avec une introversion importante. Et puis il y a également un facteur, je pense, qui est à prendre en compte, c'est que c'est cette génération Z, ou 3.0 comme on peut le dire,
qui sont sur leur smartphone, qui sont sur leur ordinateur toute la journée ou sur les jeux vidéo. Et donc du coup, on a un phénomène où les épaules se rentrent vers l'avant et donc une ceinture scapulaire qui n'est pas du tout développée. Mais ce phénomène de ceinture scapulaire, il peut quand même être présent, même si sur le côté psychologique, il n'y a pas de problème là-dessus. On verra que par la suite, je me suis beaucoup appuyé sur une joueuse qui est actuellement avec nous au Pôle Espoir de Montpellier. Et elle, c'est tout le contraire de l'introversion, donc c'est pas général à tout le monde. La deuxième chose, c'est la ceinture pelvienne, tout ce qui est au niveau abdominal. Donc cette région du bassin, qui est un carrefour d'échange des forces, j'aime bien l'appeler comme ça, puisqu'il y a une importance pour tout, que ce soit pour les tirs, pour les sauts, pour la dissociation haut et bas du corps. Et le tir part des appuis, donc du coup il y a un carrefour d'échange des forces qui est extrêmement important chez nos jeunes joueurs et nos jeunes joueuses, et qui est souvent déficient, et une difficulté à lier le haut et le bas du corps, notamment par ces longs segments qu'on peut rencontrer chez ces jeunes. Et donc du coup c'est vraiment un carrefour qui est à renforcer. La troisième chose, c'est également au niveau des genoux, la présence de valgus, qui peut être présent chez tous, mais qui est d'autant plus présente chez ces joueurs profilés grande taille, et encore plus présente chez les filles. Donc le valgus, vous pouvez le voir sur la photo, c'est le phénomène de genoux qui rentre vers l'intérieur, donc ils peuvent être soit en statique, comme vous pouvez le voir sur cette image-là, et ils peuvent également être en dynamique, c'est-à-dire que juste le fait de les mettre sur une jambe en appui unipodal et de leur demander de se fléchir, on peut voir que le genou va rentrer vers l'intérieur et que le bassin va baisser. Donc il y a le valgus dynamique et le valgus statique, et c'est d'autant plus présent chez les filles, et de par leur anatomie, avec un bassin qui est plus large, et donc du coup ce phénomène de valgus qui est d'autant plus présent chez les filles. Et ensuite, un manque de force dans le pied, dans les membres inférieurs en général, qui est lié également avec la raideur que l'on peut avoir sur l'échelle postérieure. Donc IJ, ça correspond à ischio-jambier, donc les muscles derrière la cuisse, et puis ensuite les mollets également. Fabien, La motricité. Oui. moi, j'ai une petite question pour toi. Comment est-ce que tu penses que ces problématiques psychologiques ont un impact sur les joueuses dans le basket? Alors, la première des choses, c'est ce que je mettais un petit peu avant, c'est que cet impact psychologique, déjà, d'une, par rapport au groupe dans lequel il ou elle va être intégrée. On peut avoir, ce que je disais, des moqueries ou des choses comme ça. Donc, le fait qu'ils se referment sur eux-mêmes, et puis surtout également le rapport pédagogique que la joueuse ou le joueur va avoir avec nous. C'est ce que je vous disais après dans l'apprentissage. C'est-à-dire que si jamais son introversion est trop importante et prend le dessus sur son désir d'apprentissage, on va dire entre guillemets, le rapport pédagogique qu'elle va avoir avec les entraîneurs va pas être optimal. En tout cas, le cadre d'apprentissage ne va pas être optimal. Et donc, on va bloquer tous les phénomènes d'apprentissage, que ce soit pour physique, mais également et surtout pour la technique, puisque nous, c'est ce qui nous intéresse. Plus que ça, on le verra à la fin, c'est que le joueur ou la joueuse soit opérationnel dans la partie basket. Et donc c'est surtout dans ce domaine-là qui je pense c'est le plus important. Et la seconde chose, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est sur la ceinture scapulaire, où on a des joueurs et des joueuses qui sont vraiment avec les épaules rentrées. Et c'est ce phénomène d'introversion où la cage thoracique se referme sur elle-même, où le joueur ou la joueuse se referme sur elle-même. Et donc du coup ça peut être limitant sur le tir, sur les attrapés, puisque moins de force derrière dans les bras. Voilà Donc, un petit peu comme. la posture de la bienveillance vis-à-vis de ces profils de joueurs et joueuses est vraiment importante. Voilà, exactement, et ça rejoint un peu ce que disait Jackie Comer sur la petite citation que je vous ai donnée, c'est que il faut prendre du temps avec eux, et surtout il faut accepter des choses que peut-être que oui, on n'accepterait pas avec des joueurs, on va dire, de petite taille ou du moins de taille moyenne, parce qu'on connaît toutes ces problématiques qu'on vient d'énumérer, on sait que c'est compliqué pour eux de faire actuellement ce que eux ils font, ce qu'ils font actuellement. Donc du coup c'est vrai que la posture de bienveillance vis-à-vis de nous, notre rôle en tant qu'éducateur et entraîneur, elle est extrêmement importante, et je pense que même un peu plus elle est importante envers ces joueurs-là, mais également aussi envers les autres, de leur faire comprendre un petit peu que oui, elle est différente, il est différent,
mais que par contre il fait à part entière du groupe, il fait partie à part entière du groupe, et donc du coup il faut l'accompagner là-dedans. Très bien, merci pour ces précisions. Je te laisse poursuivre. Donc la coordination, une petite définition, c'est la capacité d'une personne à apprendre rapidement de nouveaux mouvements, donc adapter son comportement en fonction des exigences, excusez-moi, de l'environnement. Toutes ces exigences, c'est par exemple déjà ses coéquipières ou ses coéquipiers, ça peut être les adversaires, mais c'est également le ballon, tous les critères de règles qui est régi par notre basket. Et donc, du coup, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, ça, pour que l'apprentissage soit le meilleur possible dans cette coordination. Et puis, être coordonné, c'est exécuter avec vitesse et efficacité un mouvement intentionnel pour résoudre une tâche concrète. C'est-à-dire que vouloir sprinter du panier adverse quand on est en défense, de vouloir sprinter pour être la première en contre-attaque dans l'axe central, par exemple, puisque c'est un axe qui est plutôt réservé aux joueurs et joueurs de grande taille, si on n'est pas coordonné, c'est compliqué de mettre de la vitesse dans ce déplacement-là. Et donc on verra par la suite sur des images là, comment on peut faire évoluer ça, et de manière plutôt significative d'ailleurs, puisqu'on a plutôt de bons résultats là-dessus sur les dernières années. Là. Donc c'est vraiment important d'être coordonné. La coordination motrice, elle n'est pas innée, c'est-à-dire qu'elle s'acquiert par l'apprentissage, donc c'est quelque chose qui doit vraiment être travaillé. C'est la base de la technique, c'est-à-dire que quand on reprend la définition, être coordonné, c'est exécuter avec vitesse et efficacité un mouvement intentionnel, c'est-à-dire que si on n'est pas coordonné, ce sera difficile de faire un tir, de construire un tir qui sera efficient. Et donc c'est un petit peu la base, c'est de se dire, avant de se pencher sur la technique totalement, c'est de se dire que la motricité et la coordination, c'est très important. Et puis, un point important également qui est à prendre en compte pour tous les entraîneurs, c'est que développer la motricité générale, c'est vraiment ce qui est le plus important avant la motricité spécifique à l'activité, puisque avant d'être une activité basket, on est quand même une activité athlétique, donc il faut se déplacer sur une longue distance, 28 mètres quand on est sur des transitions, mais également sur des petits espaces pour les postes intérieurs, dans la raquette par exemple, mais également sur des espaces un peu plus longs pour aller poser un pick and roll ou pour alors se déplacer après un pick and flare. Voilà, ce sont des choses qui sont à prendre en compte, donc c'est cette motricité générale qui est vraiment importante avant la motricité spécifique de l'activité. Donc comment les accompagner? L'objectif c'est que ce soit accessible pour tous et pas forcément avec le matériel que nous on peut disposer dans les pôles espoirs. Et il y a un matériel qui est vraiment intéressant et que nous on utilise, ce sont les élastiques et les mini-bandes que vous pouvez voir, donc il en existe sur toutes leurs formes. C'est un produit qui est peu onéreux, sur lequel on peut vraiment se fournir, qui offre une multitude de possibilités, qui peut être utilisé individuellement, qui peut être utilisé à deux sur des exercices de gainage ou d'autres exercices sur de contre-vitesse ou des choses comme ça. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et surtout, il permet de travailler au poids de corps. C'est-à-dire qu'on a dit que c'est des profils physiques qui sont très fragiles, qui peuvent avoir beaucoup de problèmes physiques, notamment de douleurs et de pathologies de croissance. Et ça, c'est quelque chose qui permet de travailler au poids de corps en rajoutant une petite contrainte, ce qui nous évite d'amplifier tout ce travail et de contraintes sur les articulations, sur les muscles, mais également sur les tendons qui peuvent être vraiment problématiques, tout ce qui est tendinopathie là-dessus. Et puis il y a une autre chose qui me semble importante, moi, pour le grand public, c'est l'organisation du temps, c'est-à-dire comment on peut travailler sur tous ces problèmes physiques, entre guillemets, qu'il peut y avoir et tout ce développement que l'on doit faire, quand on doit également les incorporer dans la partie basket, puisque il n'est pas question de leur faire travailler sur le côté que la côté physique et de délaisser complètement le basket, puisque ça renforcerait ce côté un petit peu psychologique où on peut se dire on est exclu du groupe parce qu'on est différent, alors que c'est tout le contraire. Et moi je pense pour les clubs, il y a vraiment un créneau qui est à prendre sur avant, presque prioritairement, avant l'entraînement et après l'entraînement si c'est possible. Et puis également de intégrer dans les séances de basket, c'est le mieux, mais surtout c'est avant. On voit que les jeunes arrivent généralement au gymnase en avance de 10 ou 15 minutes
Et c'est un temps généralement où ils sont un peu à divaguer dans la salle, où ils sont en train de mettre leurs chaussures, mais ils mettent beaucoup de temps. Ils sortent parfois de l'école ou du collège, et donc du coup ils divaguent un petit peu dans la salle. Il y a un phénomène de groupe également, d'excitation qui se crée. Et donc du coup, ce temps-là de 10 à 15 minutes avant l'entraînement, sur lequel on peut faire le travail que je vais vous proposer après, il permet, moi je pense, une entrée dans l'entraînement et dans l'échauffement qui est bien plus optimale. C'est-à-dire que nous, là, au Pôle Espoir de Montpellier, même si on bénéficie de beaucoup de temps et que c'est pas vraiment représentatif de tout le monde, c'est que avant l'heure de l'entraînement, avant l'entraînement vraiment spécifique basket, les joueurs et les joueuses sont convoqués 30 minutes, mais ça peut être 10 à 15 minutes, sont convoqués 30 minutes en avance, et on est dans une salle autre que la salle de basket, et on a tout un petit protocole d'échauffement à mettre en place sur des ateliers que je vais vous présenter après, puisqu'on fait à peu près les mêmes ateliers pour les différents profils. Et c'est un temps qui nous permet de réduire notre temps d'échauffement, donc d'avoir une partie basket bien plus importante. Et puis surtout, ça permet de sensibiliser les joueurs à on est prêt, puisque après, on va s'entraîner. Donc, on se prépare pour s'entraîner, et les joueurs rentrent dans la séance, et ils ont déjà ce temps où ils se sont adaptés à leur changement, puisqu'ils étaient avant libres, et donc du coup, ils se sont déjà adaptés à ça. Donc, ça nous permet de gagner du temps, je pense, sur cette activation-là. Et puis après, il y a aussi une grande dominante sur laquelle moi, qui me semble primordiale également, c'est que sur ce temps de 10 à 15 minutes avant l'entraînement, euh, on a un apprentissage d'exercices qui est important, des exercices qui sont simples, donc qu'ils peuvent refaire chez eux. Il y a aussi un apprentissage de son corps, c'est-à-dire les muscles, savoir où sont situés les muscles, savoir comment je peux échauffer tel muscle, comment je peux le renforcer. Et puis également l'autonomie, puisque effectivement au début ça demande beaucoup d'attention pour l'entraîneur ou le coach, euh, parce qu'il faut les aider, notamment en termes de posture, sur l'utilisation des élastiques. Et donc ça développe au fur et à mesure l'autonomie qui je pense est important pour cet apprentissage-là sur ce temps de 10 à 15 minutes. Et puis après la fin d'entraînement, même si on sait que c'est un peu plus compliqué après l'entraînement de faire ça, ne serait-ce que pour tout ce qui est le travail de souplesse en fin d'entraînement, ça me semble primordial là-dessus. Flavien, j'ai une petite question. Donc, les protocoles de début de séance peuvent être adaptés à ces joueurs de grande taille comme pour des joueurs de toute autre taille. C'est-à-dire que chacun peut avoir son protocole et tout le monde peut travailler et commencer à développer son autonomie. Voilà, c'est exactement ça. L'objectif, c'est vraiment d'individualiser sur les profils. Tous ont un petit protocole à faire. Nous, au Pôle Sport de Montpellier, alors c'est parce qu'on a aussi le matériel mais adéquat, mais il se construit d'une manière, une partie avec un petit peu de réveil musculaire, on va dire, avec du vélo. Puis ensuite, une partie on va dire, de gainage. Et puis, pour terminer, des exercices de renforcement que je vais vous présenter juste après, avec la joueuse là, dont on va parler, qui a servi un petit peu, entre guillemets, de cobaye. Voilà. Donc, pour moi, sur ce temps de 10 à 15 minutes, ce qui est important, c'est d'avoir une partie de gainage qui peut être commune à tous, pour pas forcément se compliquer la tâche au début. Et puis ensuite, des ateliers qui sont spécifiques en fonction des joueurs, effectivement, et des profils. Et ça leur permet également effectivement, de développer cette autonomie-là par rapport à leur apprentissage des exercices, de leur corps et de tout ce qui en conçoit après derrière. De toute façon, sur cette catégorie de jeunes U13, U15, le gainage, c'est un élément central pour tous, pas uniquement pour les joueurs de grand gabarit. Donc c'est vraiment transversal à l'ensemble des jeunes. C'est ça, effectivement, totalement. Et puis surtout, c'est du fait de notre activité que le bassin est un carrefour d'échange pour notre activité, puisque tout part du sol, mais tout ce qui est finition, que ce soit pour le tir ou alors pour les passes, la prise de pick and roll, ou toutes ces choses, toutes ces actions qui peuvent construire notre basket, ça provient du sol. Donc du coup, c'est vraiment important qu'il y ait cette notion de gainage et ça, dès le plus jeune âge. Donc de toute façon, on évite tous les shoots à 1 million d'euros du milieu du terrain et puis on fait du gainage, ça sera plus efficace pour leur futur de basketteur, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Ça marche, allez, je te laisse poursuivre. Merci.
Donc voilà. Comment les accompagner? Donc voilà un petit peu la chose sur laquelle je vais m'appuyer. Donc certains la connaissent peut-être, c'est Bérénice Nimitijeka, donc qui est née le 31 août 2006. Donc elle est au Pôle Sport de Montpellier depuis la saison dernière. Elle va poursuivre avec nous, donc elle a 14 ans et demi. Elle mesure 1m97 et elle fait 71 kilos. Donc ça, c'était en février 2020. Et elle a 1m90 d'envergure. Vous pouvez voir en dessous son profil un peu morphologique, comment il a évolué. Donc elle faisait déjà 1m95 à 12 ans. Elle avait participé au camp des TGG FFBB. Donc ce camp des TGG, ce que je vous disais, c'est un camp qui regroupe les TGG, donc les profils que la fédération a vus par les tailles. Et donc, ils les regroupent sur 2-3 jours tous ensemble et ils font beaucoup de travail individuel, beaucoup d'accompagnement physique également. Et ça leur permet d'avoir un suivi sur ces TGG au fil des années. Elle faisait 1m95 lorsque elle nous a rejoint, 65 kg en septembre 2019. Et on voit qu'au fil du temps, elle a quand même, en un an quasiment, enfin un petit peu plus d'un an, elle a quand même pris 1m4, elle a quand même pris des kilos, 6 kilos. Donc c'est plutôt intéressant dans tout le travail que l'on peut faire avec elle. Et puis elle a grandi encore un petit peu, donc elle fait 1m97 là actuellement et 71 kilos. Donc c'est un profil atypique, c'est un profil grande taille. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir un profil comme ça dans tout ce travail physique que je vais vous parler. Donc c'est surtout elle qui va être présente sur les vidéos. Et puis j'ai essayé de mettre des vidéos que nous on avait tournées soit quand elle était venue nous rendre visite en U13, ou alors en U14 en début de saison dernière. Et puis là, des vidéos qui ont été tournées actuellement sur la reprise là, à la fin du confinement, sur le déconfinement, on a pu reprendre un petit peu d'activité physique. Donc du coup, on a pu dans les règles sanitaires faire quelques prises de vue pour vous montrer un petit peu l'évolution de cette chose. Tout d'abord, la ceinture scapulaire. Donc on a un exercice qui est plutôt intéressant, c'est le tirage horizontal que je vais vous mettre en vidéo par la suite, qui permet une ouverture des épaules. Et pour les joueurs et les joueuses de grande taille, on a Mikan Bry. Je vous invite à taper sur internet, vous pourrez aller le voir, il y a plein de petites vidéos. C'est tout un travail avec le ballon de basket que nous on réalise souvent en début d'échauffement. C'est le fait d'avoir les bras ici à hauteur d'épaule avec le ballon dans une main et tout ce travail de venir tirer ici de chaque côté et ça va permettre d'avoir un petit temps isométrique. Donc un petit temps isométrique ça veut dire un temps statique et qui va permettre de renforcer toute la ceinture scapulaire dans un premier temps au poids du ballon et donc du coup de travailler cette ceinture scapulaire mais en même temps de travailler tout ce qui est gestuel et tout ce qui est le toucher du ballon. Donc c'est un exercice qui peut être intégré dans le basket. Et c'est plutôt intéressant dans cette dynamique-là. Et puis tout ce qui est rotation interne et externe de l'épaule sur l'utilisation lors des passes, des tirs et toute l'activité des bras qu'on peut avoir en défense. Donc là une petite vidéo de Bérénice, donc toujours le travail avec l'élastique sur un tirage horizontal. Et voilà. Et on peut voir qu'on a ce coude ces coudes qui partent vers l'arrière et une ouverture de la cage thoracique qui est importante. Ensuite, au niveau du bassin, donc tout ce qui est gainage, ce qu'on vient de dire, et puis ce que l'on a échangé également avec Fabien, et là, il peut vraiment être développé sous toutes les formes. Il y a 1 million de choses qui existent sur le gainage. Il peut être au sol, la plupart du temps on le fait au sol. Mais j'aime bien moi rajouter du gainage debout, puisque notre activité se fait debout. Donc il y a beaucoup de gainages qui peuvent être également faits debout. Ils peuvent être faits au poids de corps, ils peuvent être faits en résistance. On va le voir là juste après sur l'élastique. Il peut également être fait avec de l'opposition, c'est-à-dire avec un ou une partenaire quand les conditions sanitaires nous le permettront, épaule contre épaule, ou alors un travail élastique à faire également. Et puis surtout le gainage, le grand avantage qu'il peut y avoir, c'est qu'il est avec ou sans matériel supplémentaire, donc il peut être fait sans matériel. Par contre, la seule problématique que je trouve moi, au gainage, c'est que là, au tout début, il ne peut pas y avoir d'autonomie chez nos jeunes joueurs, puisque c'est trop compliqué pour eux de savoir comment se situe leur bassin par rapport à leur corps, puisqu'on demande un alignement épaule, bassin et pied. Et donc ça doit vraiment être extrêmement bien encadré au début pour que ce soit bien fait et que ce soit pas contre-productif dans cette chose-là. Flavien, j'ai une petite question par rapport à ça. Par rapport au gainage, donc
bien souvent, là, tu précises poids de corps ou plus, et peut-être au début, c'est peut-être poids du corps ou moins, avec du gainage peut-être sur les genoux ou des éléments comme ça aussi pour faciliter les alignements et l'apprentissage. Exactement, exactement. Ça peut être plus facile, notamment pour cet apprentissage de l'alignement, comme tu faisais pas. Le fait de le faire sur les genoux, ça permet d'avoir un peu plus de force et d'avoir moins de transfert de force à faire du bas du corps vers le bassin. Et donc ça permet d'avoir un alignement du bassin qui est plus facile à avoir et surtout plus facile à sentir pour ces jeunes joueurs ou joueuses. Et puis surtout, ce qui est important également dans cette recherche de l'alignement, c'est aussi de pouvoir le faire surélevé, notamment au niveau des bras, d'avoir quelque chose de surélevé, par exemple un banc ou une chose comme ça. Ça nous permet d'avoir un alignement qui est bien plus facile à avoir et bien plus facile à ressentir surtout, parce que je pense que c'est surtout une chose qui doit être ressentie par nos jeunes, plus que être vraiment fait parfaitement. C'est surtout eux, ils doivent le ressentir pour ensuite mettre en place les choses, tout ce qui est contraction des fessiers, contraction des abdos, qui va leur permettre de gérer après tout ça et de gagner tout ça. Ok, allez, je te laisse poursuivre. Hop. Donc, du coup, au niveau du bassin, je vais vous montrer là une petite vidéo. Donc, c'est toujours Bérénice et un travail là qui est fait avec l'élastique. Donc, l'élastique, vous voyez, il est relié là à une barrière. Il peut être relié à un partenaire, par exemple. Et les deux font la même chose, mais dans l'autre sens. Vous voyez, donc on a l'élastique là qui est situé au niveau du bassin, sur cette partie-là. Et donc, vous pouvez voir qu'elle doit se déplacer latéralement et tout en gardant cet alignement. Donc c'est beaucoup mieux. J'ai pas d'image d'elle au début quand elle est rentrée chez nous. Et donc voilà. Et là, la même chose. Voilà. Et toujours avoir cet alignement. Et puis là, même chose sur un autre atelier. Donc c'est toujours le même. Excusez-moi. Voilà, le bassin. Donc vous pouvez voir toute la difficulté, alors qu'elle a fait quasiment un an de gainage avec nous, mais toute la difficulté à gérer ces longs segments. Et puis là, une petite variante où on a mis l'élastique au niveau de la ceinture scapulaire, donc au niveau des épaules. Et c'est la même chose, petit temps d'isométrie ici, arriver à la résistance adéquate pour elle. Et puis un retour où on contrôle également le bassin. Et donc bien sûr, ce travail, il est à faire des deux côtés. Là, on ne l'a pas montré, mais il est à faire des deux côtés, bien sûr du côté droit et également du côté gauche, pour éviter tout déséquilibre après par la suite entre le côté droit et le côté gauche. Donc au niveau des genoux, c'était tout le problème de valgus dont on a parlé tout à l'heure, avec les genoux qui rentrent vers l'intérieur, que ce soit de manière statique ou dynamique, et avec un renforcement qui doit être plutôt axé sur les fessiers, puis sur les ischio-jambiers, donc IJ, et puis enfin sur les quadriceps. Donc on va développer un peu tous ces groupes musculaires que l'on peut rencontrer, avec des petites vidéos et des petits ateliers que vous allez pouvoir remettre dans vos séances. Et puis surtout des ateliers qui sont faciles à mettre en place, et surtout ça l'objectif de mon intervention. Et puis surtout ce sont des vidéos là qui ont été tournées pendant le confinement. On avait un suivi avec les joueurs et les joueuses du Pôle Espoir, et donc je suivais Bérénice sur tout cet accompagnement physique, et qui a été plutôt bénéfique. Vous allez voir des images avant-après, notamment au niveau du squat, et on a eu des résultats plutôt bénéfiques, donc même si on les a pas vus pendant 2 mois et demi, on a continué à travailler. Ça a plutôt été le confinement, on va dire, quelque chose de positif dans le domaine physique pour Bérénice là-dessus. Donc là, on est sur le travail au niveau du fessier. Donc ça peut être fait sans élastique. On demande à la joueuse en fait d'être allongée sur le côté, avec le coude ici en maintien pour être gainé au niveau du buste. Et puis de venir monter sa jambe le plus haut possible en gardant celle au sol collée au sol, et d'aller le plus haut possible. Et donc nous, on a rajouté un élastique puisque ça c'était au milieu du confinement, et ça permet d'augmenter cette résistance et d'amplifier le travail que l'on souhaitait mettre en place avec le Bérénice. Et puis on laissait aussi un petit temps d'isométrie en haut, où elle devait contrôler et résister à l'élastique en haut. Donc bien sûr, les élastiques, il peut y en avoir de différentes résistances. Donc là, c'est une résistance moyenne. On a également fait avec une résistance un peu plus dure. Même type d'exercice,
Sauf que là, on a les jambes qui sont pliées, les genoux qui sont pliés, et on a les pieds qui sont collés. Donc l'objectif, c'est vraiment de venir lever le genou le plus haut possible, tout en gardant les deux appuis collés ici, ici là, avec toujours l'élastique placé au niveau des genoux, mais qui peut ne pas être mis au tout début. Nous, au tout début, on ne le mettait pas. Et puis cette importance d'être bien installé au niveau du bras ici et de ce support au niveau du sol, puisque ça permet encore une fois d'avoir tout un échange ici au niveau du bassin qui est important. Et donc là, toujours avec ce petit temps d'isométrie également, on peut voir où elle bloque ce travail. Également un travail ici au niveau des ischio-jambiers et puis également au niveau du gainage du dos un petit peu, avec l'objectif d'avoir les pieds ici bien au sol, juste les épaules qui touchent au sol également, et puis c'est de venir monter les fessiers au maximum ici, tout en gardant cet alignement là au niveau des jambes à 90 degrés presque, et de venir monter et redescendre avec un petit temps d'isométrie. Voilà, même chose, ce temps d'isométrie où on reste statique, redescendre et remonter. Et pour amplifier ce travail au niveau des ischio-jambiers, donc là on a mis l'élastique, et puis au niveau des ischio-jambiers, on peut également travailler après dans l'évolution, je ne l'ai pas mis ici, mais on peut travailler sur lever une jambe et garder cette position-là. C'est quelque chose qui est plus conséquent en termes de travail, et donc c'est dans les évolutions à venir après où on peut vraiment travailler sur ça. Et donc là, l'élastique a vraiment pour objectif, au niveau des genoux, de gérer toutes ces problématiques de valgus que je vais pouvoir vous montrer après. C'est vraiment pour gérer toutes ces problématiques de valgus, des genoux qui ne doivent pas se toucher lors de l'exercice. Donc voilà, ça c'était pour un petit peu tout ce qui est ces groupes musculaires-là. Là, on va passer sur le squat, et donc c'est des choses sur lesquelles, pendant le confinement, ça a été plutôt bénéfique. Donc là, c'est une autre joueuse qui a travaillé également avec moi durant ce confinement. Donc vous allez voir au début, j'ai mis des images du tout début du confinement sur le squat. Donc vous allez voir des genoux qui rentrent vers l'intérieur, que ce soit sur la descente comme sur la remontée. On travaillait avec une chaise pour être sûr que l'apprentissage s'effectuait correctement et que la position soit faite de manière optimale. Et vous allez voir après ce travail qui peut être fait avec un élastique également sur le squat, et sur le travail qui a porté ses fruits sur toute cette gestion du valgus dynamique chez ces joueuses-là. Donc là, voilà, donc on peut voir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Elle va se relever, et là, voilà. Vous avez vu là, le genou qui est vraiment rentré à l'intérieur. Et voilà, sur la remontée, on va le revoir ici. Donc là, voilà, les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Et donc, du coup, c'est très dangereux. Et là, c'était sur la fin du confinement, c'était pas totalement après le déconfinement, donc après quelques séances, on a commencé à travailler avec l'élastique pour qu'elle-même, elle puisse le ressentir. Et on peut voir que ce travail-là est bien plus optimal. Même si ça tremble encore un petit peu de par un manque de force, on a des genoux qui restent statiques, et surtout le point le plus important, c'est que ce travail, il est fait sans que les genoux rentrent vers l'intérieur. Et puis là, on a rajouté également un temps isométrique, donc qui est bien plus compliqué, encore une fois, pour ces choses. Fabien, j'ai une petite question. Tout ce travail de renforcement des membres inférieurs, il est vraiment important pour qu'ensuite elles puissent s'exprimer ou ils puissent s'exprimer dans le jeu et bénéficier peut-être des avantages de taille qu'ils peuvent avoir. Puisque s'ils sont touchés, s'ils sont pas assez forts avec le bas du corps, ils vont avoir du mal à pouvoir recevoir la balle dans de bonnes conditions proches du cercle. Effectivement, et surtout, même avant de parler de opérationnalité dans le basket, surtout ce renforcement-là va permettre, déjà pour l'apprentissage de la technique pure, va leur permettre de s'exprimer dans l'apprentissage technique. Donc c'est une des choses qui est importante. Et puis surtout, après, effectivement, ça va leur permettre, dans toute la gestion des contacts, d'être bien plus fortes, notamment sur des profils que l'on peut avoir sur des joueurs et joueuses de grande taille, qui, même si on sait, on va peut-être avoir des profils poste 1, poste 2, 3, qui peuvent être de grande taille. Là, Bérénice, par exemple, donc c'est plutôt un profil 4-5. Et surtout, c'est surtout cette gestion du contact et également de la prévention des blessures, notamment sur les genoux.
où on sait que le valgus est souvent un précurseur ou du moins un facteur de risque du ligament croisé antérieur. Donc c'est tout ce travail-là de prévention également qui va leur permettre d'une effectivement d'être plus fort dans la gestion des contacts, mais également de prévenir d'une potentielle future blessure, même si on sait que ces blessures peuvent arriver à tout moment. Et en tout cas, on limite au maximum ce risque de blessure qui est là sur le genou, le LCA, le ligament croisé antérieur, qui est le plus important chez ces profils-là. Merci. Et donc, même chose sur le travail de squat avec Bérénice. Voilà, donc ça, c'était au début du confinement, donc je vous l'ai mis également de profil pour voir l'importance de la chaise. Ça permet de bien contrôler l'apprentissage du mouvement, même si elle en avait fait un petit peu avec nous avant le confinement. Le fait de mettre une chaise derrière et de leur dire vous allez envoyer les fessiers sur cette chaise comme si vous alliez vous asseoir, ça leur permet d'avoir un repère et d'avoir une position qui est plutôt bonne, même si là on manque de mobilité au niveau du haut du corps, puisqu'on voit que le haut du corps est quand même bien penché sur l'avant du buste. Donc toujours ce travail avec l'élastique. Donc ça c'était au début du confinement, donc on peut voir que l'élastique bouge et qu'on a quelques phénomènes de genoux qui rentrent vers l'intérieur, notamment au moment de la rentrée, où on voit des moments où le genou rentre vers l'extérieur. Et puis là on est sur la fin du confinement, où ça a vraiment été bénéfique pour Bérénice, où là on peut même rajouter un temps d'isométrique, comme je vous disais, un temps statique, et là on a quasiment plus de mouvement du genou qui rentre vers l'intérieur, plus de tremblement, ou alors le tremblement on l'a juste sur cette partie statique, mais sur la montée comme sur la descente, on a vraiment quelque chose de propre au niveau des genoux. Donc ça c'était plutôt bénéfique pour Bérénice sur ce moment-là. Et c'est quelque chose qui intervient très rapidement, parce qu'on renforce ce travail chez le joueur et la joueuse, et puis surtout parce que eux commencent à comprendre qu'ils doivent contrôler ce phénomène où les genoux rentrent vers l'intérieur, donc c'est quelque chose qui est important là-dessus, sur ce phénomène de compréhension de comment contrôler ce phénomène de valgus. Au niveau de la proprioception, donc tout le travail au niveau de la cheville, il peut être fait au sol, sur un tapis pour augmenter un petit peu l'instabilité, sur un WAF, c'est ce qu'on appelle les coussins d'air, et puis si on est vraiment équipé sur un Bosu, mais là encore l'objectif c'est de pouvoir le faire sur le sol ou sur un tapis, quelque chose qui est disponible pour tout le monde. Donc là, voilà, juste le fait d'être sur un appui unipodal. Et puis là, on voulait rajouter, vu que Bérénice c'était un petit peu mieux, on voulait rajouter un petit peu de difficulté pour elle, et puis mettre un élastique avec l'objectif de venir un peu écarter sa jambe derrière, tout en étant fléchi le pied au sol, et d'avoir à gérer une contrainte ici, avec l'élastique qui tirait son genou, donc là le genou droit en l'occurrence, de tirer son genou vers l'intérieur pour qu'elle ait une action ici sur tout ce qui est fessier pour pouvoir vraiment venir mettre ce genou vers l'extérieur et de ne pas le laisser rentrer vers l'intérieur. Et donc un travail qui est important pour Bérénice sur la proprioception, donc là c'est la même chose sur le Bosu, donc ça c'est lors du déconfinement, avec ce travail avec beaucoup plus d'instabilité, je vais vous la remettre, avec beaucoup plus d'instabilité. Et puis surtout, ce phénomène-là, voilà, qu'on peut voir encore ici un petit peu, où on a le genou qui rentre vers l'intérieur, et le bassin ici qui est plus haut et qui descend un petit peu, et donc du coup, ce genou qui rentre là. Donc c'est tout ce travail-là que nous, on essaye de faire pour prévenir des blessures, en l'occurrence. Même si elle arrive à contrôler plutôt bien après. Et puis ce travail de renforcement du pied sur lequel on a un petit peu abordé tout à l'heure, ce travail de renforcement du pied qui peut être fait dans une optique déjà de course et puis surtout de prévention de la cheville. Bérénice a été plutôt embêtée là, par des entorses de cheville à 2 reprises notamment. Donc c'est un travail qu'on fait régulièrement avec elle également là-dessus. Donc des petits exercices simples à mettre en place en début de séance, comme je vous le disais, sur les 10-15 minutes avant vraiment l'heure de début de la séance. Sur un travail voilà, de monter sur les talons et de monter le plus haut possible sur les chevilles pour se déplacer.
Et on a tout un travail également sur le haut du corps, on lui demande d'être stable et d'avoir le buste qui est le plus stable possible. Donc bien sûr, je ne l'ai pas mis de l'autre côté, mais on a également le retour à faire qui est important. Travail de renforcement de la voûte plantaire également, et puis également solliciter les mollets, c'est se déplacer en ligne droite que sur pointe de pied, avec le talon au maximum le plus haut possible, toujours cette posture droite avec le regard loin devant, et de ne pas être déséquilibré. Même chose avec un travail sur le talon, et il est d'autant plus important celui-là, puisque à chaque fois qu'on a cette pointe de pied qui est vers le haut, moi j'appelle une cheville qui est active, on le verra sur l'école de course après, et j'y mets une importance fondamentale, notamment sur tout l'école de course que l'on va voir après, puisque une cheville active, c'est une cheville qui va être prête à transmettre des forces du sol vers les jambes, puis vers le bassin, puis vers le haut du corps. Et puis surtout, c'est une cheville qui est active, donc on diminue ce risque de blessure également. Là, vous l'avez de face, et avec ce travail également de posture là et de gainage. On est sur un travail là, qui est en 2019, alors c'est un petit peu coupé, mais c'est en 2019. Au tout début où elle rentre avec nous, on lui fait faire un petit atelier d'école de course, et on lui fait faire des cloche-pieds en ligne droite. Donc vous allez voir toute la difficulté pour elle de faire ce mouvement-là, et on peut voir, ce n'est pas une difficulté que sur le bas du corps, on peut voir sur le haut du corps également, et puis là la différence. Voilà. Donc là la différence elle est quand même assez flagrante, avec un équilibre qui est plutôt pas mal, et puis surtout une cheville qui est vraiment active. Et puis là, même chose sur la jambe, sur l'autre jambe. Donc on peut voir que ça se décale du côté droit et gauche, qu'on a du mal à enchaîner les sauts. Et là, on est vraiment sur quelque chose de plus qualitatif, même si elle est un petit peu déséquilibrée et qu'on peut voir qu'elle va de droite à gauche. Il faut savoir que cette cheville-là, c'est la dernière cheville dont elle a été victime en début d'année, et donc du coup, qui traîne un petit peu, et donc il y a encore une petite faiblesse sur cette cheville. Donc voilà sur ce renforcement du pied. J'ai une petite question. Tout ce travail, ça peut se faire aussi pieds nus, peut-être pour augmenter les sensibilités et les récepteurs, ou pas? Effectivement, ça peut être fait pieds nus, notamment après tout le travail que ça arrive juste après là, sur l'école de course. On a une entrée d'activité qui se fait. Donc nous, on le fait en chaussures, mais on va le faire l'année prochaine. On va le faire pieds nus, tout le petit travail. On va le faire pieds nus. Il faut également le faire pieds nus, effectivement, parce que ça permet d'avoir une meilleure sensation pour l'athlète, pour le sportif. Et ça permet d'éviter tout cet amortissement que la technologie des nouvelles chaussures, entre guillemets, la technologie des chaussures a beaucoup évolué et de plus en plus performante. Et donc du coup, on a des amortissages qui sont bien plus importants et donc qui viennent compenser un petit peu tout ce travail de voûte plantaire et des muscles après par la suite qui en découlent. Donc effectivement, c'est un travail qui peut être fait pieds nus sans souci. Après, il faut juste le caler dans le travail, si on le fait avant l'entraînement. Il faut juste le caler pour éviter que à 2 minutes de l'entraînement, les joueurs et les joueuses soient encore pieds nus et ne se soient pas remis en chaussures pour aller dans l'entraînement, puisque ce serait problématique après pour le basket et pour l'entraîneur. C'est Ça juste marche. ça. Donc voilà. Ce que l'on parlait, notamment pieds nus, on va pouvoir le voir ici. Donc tout ce qui est coordination après par la suite. L'école de course, donc ça nous prenait nous 20 minutes avec des profils grande taille, mais pas que. Sur des profils grande taille, on sait qu'ils ont du mal à se déplacer. Donc des choses très simples que je vais vous montrer en vidéo. Donc juste le fait déjà de se déplacer en déroulant bien les appuis. Donc la consigne là, c'est attaquer talon et venir poser le pied, donc avec l'objectif d'avoir la pointe du pied le plus haut possible pour avoir toujours ce phénomène de cheville active. Venir dérouler l'appui et ensuite finir sur point pour repartir vers l'avant. Voilà. Et on peut voir que le fait d'avoir la cheville qui soit active lui permet de reposer le talon de manière plus efficiente. Même chose, sauf que là on peut le faire en marche arrière. Vous voyez toute la problématique également au niveau du buste et d'équilibre. Donc on est sur du gainage, on est sur de la posture.
On sent qu'il y a des petits déséquilibres encore. Ce travail sur pointe de pied, on lui demande d'avoir la pointe de pied toujours vers le haut, de dissocier le haut et le bas du corps avec les bras. Donc là, un phénomène où on lui demande beaucoup de fréquence au début, et puis ensuite beaucoup d'allonger ses foulées. Et puis on lui demande d'avoir une cheville active, c'est ce qui lui permet de rebondir correctement sur le sol. Voilà, on peut voir que là, elle rebondit, et c'est plutôt pas mal. Même chose, fin septembre 2019, on lui fait faire des sauts en levant bien le genou, on lui demande de dissocier le haut et bas du corps et puis le côté gauche-droite. Vous allez voir toute la problématique, avec des bras qui ne sont pas coordonnés, des appuis qui partent à droite et à gauche par rapport à la ligne. Et puis là, même chose, après le confinement, quelque chose qui est bien plus stable. Et puis surtout, voilà, ça c'est une image qui est vraiment représentative. C'est que ici, on est vraiment gainé. On a vraiment une posture qui est plutôt intéressante, je trouve. On a une dissociation haut et bas qui est correcte, avec des bras qui restent le long du corps, qui ne partent pas sur le côté pour s'équilibrer. On a un genou qui est ici à 90. Et puis la chose encore importante sur laquelle j'insiste, c'est cette cheville qui est active, qui va lui permettre de reposer le pied tout de suite avec un appui de talon et de permettre de se repropulser ensuite avec la pointe de pied au sol pour le saut suivant. Donc c'est vraiment une image qui est très intéressante pour nous et qui est vraiment représentative du travail qui a été effectué avec cette jeune chose. Ce travail ici également de fin d'échauffement et d'école de course, c'est venir faire une petite course en déroulant les appuis, en augmentant l'intensité, et avec un freinage par la suite, puisque c'est important également d'apprendre à nos joueurs et joueuses de freiner. On ne le fait pas souvent, mais on est sur un espace qui est quand même plutôt restreint quand on rajoute les coéquipiers et les adversaires. Donc on a beaucoup de freinage dans notre activité, et c'est quelque chose qui doit être vraiment intéressant, qui doit vraiment faire partie de l'apprentissage. Et puis vous allez voir après, c'est surtout nous, dans notre problématique au niveau des genoux, le freinage avec ce phénomène de valgus où les genoux rentrent vers l'intérieur. Donc là, on va lui demander de freiner en multipliant ses appuis et surtout en venant en venant poser le pied en étant talon. Je vous invite à regarder son freinage, elle va arriver vraiment talon pour multiplier ses appuis. Tout ça pour assouplir cet arrêt et s'asseoir sur ses appuis. Voilà, c'est vraiment plutôt intéressant là-dessus, sur ce travail de freinage. Et puis surtout le fait que ses genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. Et puis après, on peut avoir un petit peu plus de matériel sur des échelles de rythme, qui je pense, sont de plus en plus répandues dans nos clubs. On peut avoir des motricités qui soient diverses. On peut également mettre de la vitesse. Et puis toute cette dissociation haut et bas du corps, gauche et droite, qui est intéressante sur la coordination à mettre en place. Même chose, là, un petit travail que l'on faisait en début. Donc ça, c'était en U13, elle était en U13, donc c'était il y a 2 ans. Un travail avec du Bosu. Donc là, on peut voir que le genou était vraiment en position de valgus, que rentrait vers l'intérieur avec de grandes difficultés à rester sur le Bosu. Un petit travail d'échelle de rythme tout en dissociant le haut du corps avec du tir. Alors voilà, sur un travail d'équilibre. Et puis ensuite, un petit travail basket qui était vraiment spécifique pour terminer ce petit circuit. Et puis on a refait ce travail-là, du coup, en sortie de confinement. C'était il y a 2 semaines. Et là, on peut voir que le contrôle était bien plus important. Voilà, avec un petit travail de basket. Et puis ce travail-là, il peut être intéressant également sur tout ce qui est la ceinture scapulaire, avec ce lancer, sur les passes, les skip passes que peuvent faire les grands. Un travail d'échelle de rythme, où c'est plutôt pas mal. On peut voir qu'il y a eu une augmentation de la vitesse là, sur ce travail-là. Et puis en sortie, une petite accélération avec ce travail de freinage et de venir s'asseoir, avec la volonté de venir s'asseoir. Alors, vous avez pu voir que sur les genoux, le valgus, c'était vraiment bien. Et puis même chose là sur le freinage, on va voir qu'il y a un petit peu de valgus, mais c'est quand même limité par rapport à ce que l'on pouvait voir au tout début. Le seul valgus que l'on retrouve sur cette image, c'est vraiment sur ce moment-là de changement d'appui, où là, elle est vraiment vulnérable. On peut dire qu'elle est vulnérable à une future potentielle blessure, mais c'est ce travail-là qu'on doit encore accentuer, où on peut voir que là, le genou rentre vers l'intérieur sur le changement de direction.
Donc l'objectif avec elle, c'est de travailler sur ces changements de direction plus spécifiquement. Et donc, voilà. Et puis après, il y a tout ce travail sur l'échelle de rythme qui peut être varié. Et puis là, c'est libre cours à l'imagination de tout le monde sur ce travail d'échelle de rythme. Alors, un autre joueur que l'on avait l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, qui faisait 1m97-98, et pour vous montrer un petit peu la vitesse à laquelle on peut avoir, mais qui n'était pas sur le même profil, qui était plutôt sur un profil poste 2, poste 3. Donc voilà, avec beaucoup de vitesse au niveau du pied. Donc l'échelle de rythme, c'est quand même un outil qui est plutôt intéressant pour tout ce qui est coordination, puisqu'on peut aisément rajouter un ballon ensuite par la suite, comme vous avez pu le voir avec Bérénice juste avant. Là, tout le travail d'attraper qu'on avait fait également quand elle était U13, donc en rajoutant un petit peu des contraintes avec des appuis sur Bosu. Là, elle était assise sur un squeeze ball, et toutes ces contraintes de venir attraper le ballon, on peut voir que c'est très compliqué pour elle en U13, et c'est qu'avec une balle de tennis, et également au niveau du gainage. Donc voilà, c'est des petits exercices qui sont sympas à faire, et puis il y a un côté ludique également qui peut être mis en place là-dessus. Et puis là, c'est moi qui renvoie les balles, mais on peut aisément le faire avec 2 joueurs en face à face qui peuvent se renvoyer la balle sur ce type d'attraper. Et dans l'évolution qu'on peut le faire, c'est un joueur qui dribble et l'autre qui envoie la balle de tennis et qui doit la récupérer avec l'autre main. Ça peut être une évolution qui peut être totalement mise en place après derrière. Et puis, il y a également tout ce qu'on parlait sur la raideur, c'est également les étirements. Alors, je pense qu'il va y avoir des questions peut-être sur les étirements, à quel moment les faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas fait, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut les faire, comment il faut les faire, est-ce qu'il faut les faire 15 minutes après l'entraînement. Ça c'est des questionnements qui existent, donc peut-être qu'ils vont arriver. On peut différencier 2 types d'étirements, c'est les étirements actifs qui sont faits tout le temps, qui peuvent être faits avant l'entraînement. Je pense à un travail de fente, ce sont des étirements qui sont totalement actifs puisqu'on va venir étirer le muscle. Et puis ensuite passifs, on va dire après l'entraînement, et qui sont plus que dans l'objectif d'avoir une récupération plus importante, un retour à la longueur normale des muscles si on rentre vraiment dans le détail. C'est surtout, moi je pense, au début, une question de posture et de positionnement sur eux qui doivent vraiment avoir à l'esprit, et puis surtout avoir la bonne posture et le bon positionnement pour que ensuite on puisse travailler dans les objectifs que l'on veut avoir dans les étirements. Et ce travail-là de posture et de positionnement, même si sur les fentes il y est, je pense qu'il arrive plus post-entraînement, où là on va vraiment passer du temps avec eux sur comment mettre la jambe, comment étirer tel muscle, et on revient un petit peu dans ce travail d'autonomie et de développement d'autonomie dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, pour finir là-dessus, c'est surtout intégrer plusieurs objectifs. Donc un exercice avec plusieurs buts, travail de proprioception sur le Bosu avec des attrapés de balles de tennis, comme j'avais pu vous le dire, travail de vitesse, d'appui avec aisance, ou plusieurs. Il y a plein de choses qu'on peut, nous, et ça c'est libre cours à votre imagination pour faire ce travail. Là, je vous mets juste une petite vidéo, voilà. Même si on a un petit peu de matériel avec un tirage, ça peut être très bien fait avec un élastique qui est accroché. Voilà, avec un travail ici de proprioception, un travail au niveau des genoux avec l'élastique, et puis un travail sur la ceinture scapulaire, et vraiment spécifique avec le poste de ce joueur-là qu'on avait il y a 2 ans également, sur les prises de position et les demandes de balles post-balle. Pour conclure, donc du coup, comme je vous l'ai dit, il faut accompagner et prendre du temps avec les profils grande taille. Pour ce faire, coordination et motricité globale avant la spécifique basket, un apprentissage de la posture, de la technique de course pour ensuite venir sur la technique basket à part entière, traverser le terrain surtout pour être dans les situations basket, d'où l'objectif de mettre ce temps de travail un peu plus spécifique avec les profils grande taille avant l'entraînement si c'est possible, pour maximiser leur intégration dans l'entraînement spécifique basket après avec l'équipe, et puis les accompagner pour qu'ils puissent s'exprimer, et puis parfois perdre des matchs pour pouvoir les faire s'exprimer dans leur basket. Voilà, c'est ce que je disais, les intégrer dans les situations de basket avec les autres qui est important. Et puis l'objectif principal, c'est que à terme, ils soient opérationnels sur le terrain et dans l'activité,
Là, c'est bien, Bérénice est opérationnelle sur les techniques de course, sur des choses comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle soit opérationnelle sur le terrain lorsque la saison pourra reprendre, enfin, du moins le championnat. Et donc, du coup, c'est ce qui vraiment nous intéresse, tout ce qui est dans la spécificité de l'activité du poste de jeu, et puis de traverser le terrain rapidement. Et c'est pour ça que je vous ai mis une petite vidéo sur ce travail-là. Donc, elle est ici. Elle est en haut poste bas, là. Je vais vous remettre la vidéo. Donc, sur cette image, c'est plutôt intéressante. Alors, de par son profil, notamment en U15, c'est sûr qu'avec son envergure et sa taille, le souci de rester derrière, pour elle, c'est pas très grave, puisqu'on sait qu'avec ses segments, elle est capable d'avoir une utilisation de l'espace, notamment verticale, qui est très importante. Et donc, du coup, elle est restée gainée, vous allez voir, elle a accepté le contact, et voilà, elle reste droite, c'est ce qui lui permet d'avoir ce travail. Et puis, tout de suite, une projection vers l'avant, où on peut voir qu'elle a réussi à arriver tôt dans le demi-terrain, donc ça, c'est plutôt intéressant. On a plusieurs images, donc là, voilà. Là, c'est la joueuse qui est au rebond. Elle est en planche, cette fois-ci. Donc, vous allez la voir faire une remise en jeu très rapide, avec une utilisation du coup de la ceinture scapulaire, avec toutes les problématiques qu'on a pu avoir. Et puis après, une projection vers l'avant, vous allez voir, elle va facilement dépasser des joueuses qui étaient avant elle ici sur le demi-terrain. Donc là, voilà, tout de suite une vitesse de réaction et tout de suite une mise en action. Et voilà, elle va arriver avant des joueuses. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'elle va être présente au rebond et elle va jouer le rebond offensif, alors que c'était elle qui avait fait la remise en jeu. Et ça, c'est plutôt intéressant pour nous d'avoir un impact sur le rebond offensif de par sa taille. La même chose, elle est ici, pour l'identifier, c'est elle qui va prendre le rebond défensif. Et vous allez voir que tout de suite, elle va être en action vers l'avant, elle va se tourner vers l'avant, faire une passe rapide, tendue, et puis elle va même être arrivée quasiment en première, et même si elle ne va pas recevoir le ballon, on aurait pu la retrouver sur le tir, donc vous voyez que là elle accélère, et même si là elle arrive toute seule, elle est quand même présente au rebond offensif, et donc elle peut jouer le rebond offensif, et ça c'est une action qui est, je pense, plutôt intéressante dans ce travail de course, et derrière d'opérationnalité dans le basket. Voilà. Très bien, j'ai une petite remarque par rapport à ça. Profiter de l'envergure et de la taille. Pour moi, les joueuses de grand gabarit, elles n'ont pas besoin de tourner autour des post-up, en tout cas quand elles sont jeunes, hein, puisque rien que l'envergure dissuade suffisamment. Donc je pense que c'est intéressant. Et une deuxième remarque, je pense que c'est valorisant, en tout cas pour ces joueuses, d'avoir de l'impact dans le rebond et de se sécuriser dans un domaine sur lesquels, en tout cas, les grands gabarits, on va les attendre plus tard, quoi, avec cette capacité et cette motricité qu'on a développée avec elles. Exactement. Et donc pour rejoindre un peu sur l'envergure, tout ça, c'est vrai que, et surtout on sait qu'elles ont une motricité qui est moins, et donc du coup ça leur permet de ne pas avoir à se déplacer autour de la joueuse, donc de prendre du temps sur un petit secteur avec des petits appuis à faire qui sont plutôt compliqués pour ces joueurs et joueuses de grande taille. Donc c'est vrai que le rebond va ensuite les favoriser, et puis leur donner du crédit surtout. Et puis c'est sur des choses où ils peuvent être très vite opérationnels. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment les gratifier. Et là encore, c'est dans l'attitude pédagogique après par la suite, où il faut vraiment gratifier tous les efforts qui sont faits sur ces rebonds, notamment dans les phases de transition là, vers l'avant, de transition offensive, qui sont vraiment importantes dans notre posture pédagogique, nous en tant qu'éducateurs et entraîneurs. En tout cas, quand on voit ces images de Bérénice, avec la vitesse à laquelle elle traverse le terrain, c'est révélateur du gros travail qu'elle a mené, en tout cas, avec vous cette saison. Effectivement, et puis surtout au tout début, quand elle était en U12, U13, c'était, bon, elle a pas non plus beaucoup d'années de basket, mais rien que le fait d'être on va dire en coordination déjà avec ses coéquipières et avec le jeu, c'était déjà compliqué. Et donc là, quand on est capable de la voir refaire une remise en jeu très rapide, se projeter rapidement derrière la ligne de touche pour relancer le jeu et ensuite être arrivé dans les premières sur le demi-terrain de l'attaque, c'est vrai que c'est quelque chose de révélateur et qui lui permet maintenant de s'exprimer pleinement dans le niveau du championnat de France, enfin de U15 Elite. Donc c'est plutôt intéressant pour la suite, pour la potentialité par la suite. Ok, allez, je te laisse terminer avant que Je termine juste avec une dernière slide pour terminer. Et puis c'était surtout, et pour les autres, comme je vous disais,
C'est-à-dire on n'a pas que des profils grande taille dans nos clubs. Et heureusement, sinon on serait une des nations qui serait la plus loin. Donc c'est pas fait que de grands gabarits ou de TGG. Donc il y a des similitudes pour tous. Donc il y a une importance pour tous, je pense, de l'école de course. Comme on l'a dit, le fait de se déplacer sur un terrain avec cette motricité qui est un petit peu particulière sur des espaces courts. Et puis, comme on a pu l'avoir dans nos échanges avec Fabien sur le gainage, et puis la ceinture scapulaire, notamment les épaules, qui doit être vraiment important là-dessus. Le temps avant l'entraînement, qui me semble, c'est une similitude pour tout le monde, puisqu'il permet une cohésion de groupe et puis une activation dont on a parlé, se préparer à s'entraîner, se préparer ensemble. Ça permet également d'avoir une cohésion de groupe là-dessus. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis pendant l'entraînement également sous forme combinée de jeux et de concours, parce que l'objectif, de toute manière on est généralement un seul entraîneur dans la plupart des temps, du cas, et c'est de ne pas la sortir ou le sortir de l'entraînement pour lui faire un exercice spécifique TGJ ou GJ, enfin du moins un profil grande taille. C'est vraiment de le mettre en place dans l'entraînement pour qu'il se sente intégré là-dedans. Et puis surtout également, c'est un temps que l'on peut prendre sur la prévention des blessures, sur les profils atypiques et pas. Et puis c'est surtout prévention des blessures, même si on sait que monter sur la cheville d'un adversaire ou d'un coéquipier à l'entraînement, eh ben, ça peut arriver à tout le monde, même si on a beau être le plus préparé de tous. Mais c'est anticiper par la suite sur la gravité de la blessure. C'est anticiper sur une cheville qui sera plus forte, donc qui aura moins subi de dégâts, et puis anticiper par la suite également dans cette dynamique-là sur un retour plus rapide dans l'activité. Et puis ensuite dans l'évolution qu'on peut juste mettre ici en parenthèse, c'est un travail de sprint, de pliométrie, mais qui arrivera vraiment plus tard. Et puis voilà un petit peu le tableau dont je vous parlais juste avant par rapport aux tailles TGG et GG. Donc voilà pour moi, je vous remercie de votre attention sur cette heure pour cette intervention sur l'accompagnement physique du TGG. Merci Flavien, merci à toi. J'ai une petite dernière question qui est en relation avec le tableau que tu as montré auparavant. Donc on a des joueurs qui sont plutôt considérés GG en Benjamin, qui jouent plutôt dans un spot intérieur parce qu'ils n'ont pas encore les outils. Mais avec leur capacité à grandir, ils sont en mesure peut-être d'évoluer sur des postes de jeu et donc de descendre les postes de jeu, de passer du poste 5 vers le poste peut-être 3 plus tard. Et donc la capacité à développer de la technique comme un joueur extérieur, c'est aussi intéressant pour eux, dans l'optique du très haut niveau, en tout cas quand on voit des Giannis Antetokounmpo ou des joueurs comme ça qui sont des extraterrestres à l'heure actuelle, quoi. Effectivement, c'est ça. Et puis surtout, c'est de se dire que même en U12, sur des profils grande taille, avec généralement, effectivement, on les voit surtout jouer au poste bas et puis avoir enfin, un rôle un peu limité et surtout d'être que poste bas. C'est sûr que c'est plus compliqué après de les repasser sur un autre poste. Mais ce travail-là, effectivement, de les mettre face au cercle, je pense que cet accompagnement physique peut permettre aux éducateurs, aux entraîneurs par la suite d'avoir, on va dire, une altitude un peu plus importante pour pouvoir construire de la technique sur un poste qui n'est peut-être pas le leur à l'heure actuelle, à l'instant T, parce qu'effectivement ils sont plus grands que tout le monde, donc ils nous aident proches du cercle, donc on les met poste bas, mais ça leur permet de développer également plus de technique là-dessus. Et puis effectivement, de toute manière, ces joueurs et ces joueuses de profil grande taille, plus jeunes, on va les mettre loin du cercle et face au cercle, plus le travail sera bénéfique pour la suite, en tout cas pour ces joueurs-là. Effectivement, tu as raison là-dessus. Ça marche. Bah, écoute, je te remercie pour la qualité de cette présentation, Flavien. Merci. On va se quitter et se donner rendez-vous sur cette chaîne mardi prochain avec Jean-Pascal à 18h15 sur justement un parallèle avec la détection sur la catégorie Utrel et donc un peu dans le profil de ces dernières remarques qu'on a eues ensemble. Flavien, donc je vous souhaite à tous un bon week-end. Encore merci Flavien, le petit mot de la fin. Et puis on se quitte ensemble pour ce soir. Très bien, merci à toi Fabien et bon week-end à tous.
Merci bien à vous, bonne continuation et on termine ce live ensemble ce soir et on se donne rendez-vous mardi à 18h15 avec Jean-Pascal sur la détection en 8.13. Bon week-end et bonne soirée à vous.